Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. La campagne électorale s'est achevée. Les Algériens de l'étranger ont commencé à voter, tandis que le vote anticipé est lancé dans plusieurs wilayas du Grand Sud. Dans quelques jours, les électeurs seront appelés à désigner leurs représentants à l'Assemblée populaire nationale. Mais derrière le déroulement formel du calendrier électoral, une question s'impose. Dans quelles conditions ce scrutin se tient-il réellement ? Des milliers de dossiers de candidature ont été rejetés au cours du processus électoral. Les autorités invoquent l'application de la loi et le respect des critères fixés par le code électoral. À l'inverse, des candidats et des formations politiques dénoncent des décisions qu'ils jugent opaques ou arbitraires. Au-delà de ces contestations, un constat s'impose. Cette campagne s'est déroulée dans un espace politique particulièrement verrouillé. Le débat public a rarement semblé aussi limité. Les principales questions qui traversent le pays, la diversification économique, les libertés politiques, la gouvernance ou encore les réformes institutionnelles, ont été reléguées au second plan. Les échanges contradictoires ont laissé place à une campagne sans véritable confrontation de projets. Depuis plusieurs années, des partis politiques, des journalistes, des militants, des universitaires et des organisations de défense des droits humains dénoncent un rétrécissement continu du champ politique. Arrestations, poursuites judiciaires, dissolution d'associations, restrictions visant certains médias et pression sur les voix critiques nourrissent, selon ces acteurs, un climat peu propice à un débat pluraliste. Les autorités, pour leur part, affirment agir dans le seul cadre de la loi afin de préserver l'ordre public et les institutions. Mais au-delà des divergences d'analyse, une réalité apparaît de plus en plus difficile à ignorer: la crise de confiance entre les citoyens et les institutions. Lorsque de larges pans de la société ne croient plus que les élections puissent influer sur les décisions publiques, l'abstention cesse d'être un simple indicateur électoral. Elle devient le symptôme d'un malaise politique du plus profond. Le désengagement, l'indifférence et le silence finissent alors par remplacer la participation et le débat. Or, une stabilité durable ne peut reposer uniquement sur le contrôle des espaces politiques et médiatiques. Elle suppose des institutions capables d'inspirer la confiance, un pluralisme vivant et des citoyens convaincus que leur participation a un sens. À court terme, le verrouillage du champ politique peut donner l'image d'une maîtrise de la situation. À plus long terme, il comporte des risques majeurs. Une société privée d'espace d'expression, de médiation et de dialogue voit les frustrations s'accumuler sans trouver d'issue politique. Cette érosion progressive de la confiance fragilise la cohésion nationale, accentue la distance entre gouvernants et gouvernés et nourrit des fractures sociales. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Nous continuons donc la couverture spéciale concernant ces législatives prévues le 2 juillet. Titre de notre émission, législative du 2 juillet, entre abstention, défiance et verrouillage politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Djihad Halimi, militant politique. Il est avec nous depuis Montréal, au Canada. Djihad Halimi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Khair Azoul, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On a aussi depuis Paris Jamal Gessoum, qui est militant politique, qui est aussi qui s'est présenté donc à déposer sa candidature, mais malheureusement donc sa candidature a été rejetée. Jamal Gessoum est avec nous donc depuis Paris. Si Jamal, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénat Salam, merci pour l'invitation. Le bonjour à M. Halimi et à l'ensemble du peuple algérien.
Merci Jamel, merci donc à Djihad Halimi aussi. Avant de donner la parole à nos invités et de rentrer dans le vif donc, du sujet, on va commencer avec quelques titres comme d'habitude et on va commencer avec l'APS. L'APS qui a titré la législative du 2 juillet. Le vote avancé de 48 heures a débuté dans plusieurs wilayas du Sud. Al 24, le site de Al 24, législative 2026, début du vote de la communauté algérienne en Égypte. Le titre de Al 24, Ouest Tribune. Un autre titre, législative du 2 juillet, début du vote dans les bureaux itinérants des wilayas du Grand Sud. Ça, c'est Ouest Tribune. Un autre titre, journal français, donc Le Monde, qui a posé une question qui est très pertinente aussi. L'économie algérienne campe sur son modèle. Extra-activiste, l'Algérie, qui organise jeudi 2 juillet des élections législatives, est confrontée à des choix stratégiques majeurs compte tenu de sa forte dépendance aux hydrocarbures et aux produits d'importation, un thème pourtant absent de la campagne. Et on termine avec ce titre de Casbah Tribune. Agent consulaire algérien détenu en France, le parquet antiterroriste requiert sa remise en liberté. Le parquet français national antiterroriste, donc PNAT, a requis la remise en liberté de l'agent consulaire algérien détenu en France depuis avril 2025 dans le cadre de l'affaire liée à l'enlèvement présumé de l'influenceur algérien Amir Boukhous, dit Amir Dezen, rapporte donc le journal Le Monde dans son édition de ce mardi 30 juin. Voilà, donc quelques titres de la presse, mais on va revenir aussi sur ce dernier titre, donc cette nouvelle qui a été révélée par le journal Le Monde et qui a été relayée par plusieurs médias aussi. Le dernier titre de Casbah Tribune, l'agent consulaire algérien détenu en France, le parquet antiterroriste, requiert donc sa remise en liberté. On va revenir sur cette question avec nos invités. Mais bien sûr, on reste dans cet événement donc, qui est les élections législatives prévues donc, ce jeudi, le 2 juillet. Mais la diaspora, bien sûr, a commencé à voter à l'étranger. On va écouter ces déclarations de Kamel Khelfan, qui est donc le président par intérim de l'année. On l'écoute. الصمت الانتخابي مرحلة مهمة 3 أيام قبل الاقتراع يوم 29 يوم 30 جوان والفاتح من جوية. هذه الفترة تاع 3 أيام تتوقف فيها كل النشاطات الحزبية وكل الدعاية أو الإشهار، ذلك ليتسنى للمواطن الناخب والمواطنة الناخبة لاختيار من تراه أو يراه الأمثل والأنسب والأجدر لتمثيلهم على مستوى البرلمان. فعلى هذا الأساس تسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر مختلف امتداداتها داخل الوطن 69 منسق و1541 منسق بلدي، وكذلك بالخارج 8 منسقين في المناطق 8 التي ذكرتها و28 مندوب موزعين عبر مدن وعواصم كبيرة في العالم لمتابعة ومراقبة هذا الصمت الانتخابي أثناء هذه الأيام الثلاث ليتسنى لنا ملاحظة والتأكد من مدى احترام هذا الصمت الانتخابي الذي مثل ما قلت يسمح للمواطنين بالتفكير وحسن الاختيار من أجل التصويت على من هو أجدر وأكفأ ليمثلهم على مستوى البرلمان. Voilà, donc le président par intérim de l'année, donc Khelfan, que vous avez juste écouté. On va vous montrer aussi ces images du vote de la diaspora et c'est des images donc tournées en France. On regarde ces images. Dès l'ouverture des bureaux, elles sont nombreuses à franchir les portes du consulat général. Seules ou entre amis, toutes générations confondues, les femmes marquent de leur présence cette journée de scrutin. Pour beaucoup, voter dépasse le simple devoir civique. C'est une manière de rester pleinement actrice de la vie de leur pays.
C'est important parce qu'on soutient, c'est un soutien pour notre pays. On est obligé, voter, c'est faire partie de ce peuple qui est là, qui est ailleurs aussi, qui se bat pour l'Algérie. C'est se battre aussi pour notre pays, pour avoir ce que tout autre pays a, pour pas mal de choses. Pour cette génération qui a grandi dans le récit de la guerre de libération, l'engagement des femmes s'inscrit dans une continuité. Hier comme aujourd'hui, elles revendiquent leur place dans les grands rendez-vous de la nation. Comme au temps de, comme au temps de la Révolution. Hein, on attendait que les hommes s'en vont et comme ils ne bougent pas, c'est à nous de faire... voilà, donc on est là. Quelques mètres plus loin, le même attachement s'exprime avec d'autres mots. Une nouvelle génération née ou installée en France, mais qui regarde toujours vers l'Algérie avec la même fierté. C'est très intéressant qu'elle s'intéresse à la politique, à la vie, à la vie citoyenne de l'Algérie. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès et voilà, je suis très contente, en fait, je suis très satisfaite de la place que prend la femme aujourd'hui, que ce soit ici ou en Algérie. Peu importe la génération ou le parcours, elles partagent une même conviction. Participer au vote, c'est continuer. Ici, à Hassi Mounir, village de la commune de Ain Lassel, wilaya de Tindouf, l'urne est scellée et ne sera ouverte qu'après la fin du scrutin jeudi. Les opérations de vote pour les élections législatives du 2 juillet ont débuté au niveau des bureaux de vote itinérants déployés dans les wilayas du Grand Sud, comme ici dans la wilaya de Tindouf. C'est le bureau ambulant numéro 4 de Hassi Mounir. L'opération a commencé à 8 h du matin comme prévu. Tout se passe dans de bonnes conditions. Le nombre d'inscrits à notre bureau est de 292 personnes. L'opération a commencé ici, à Ain Mounir, et se poursuivra au village Hassi Mounir. Puis on se déplacera vers plusieurs autres régions dans un périmètre de 100 à 400 km. Au total, 134 bureaux itinérants sont répartis à travers 15 wilayas sur un total de 63 385 bureaux de vote à l'échelle nationale. Conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, l'opération de vote au niveau des bureaux itinérants débute 72 heures avant le jour du scrutin, compte tenu de l'étendue de la superficie géographique et de la répartition des nomades dans les régions éloignées. Le vote au niveau des bureaux itinérants s'effectue en coordination avec les autorités locales et les différents services concernés pour garantir le bon déroulement de l'opération électorale dans les différentes régions concernées par cette mesure et permettre aux électeurs de voter dans les meilleures conditions. Nous sommes venus aujourd'hui accomplir notre devoir physique. Nous souhaitons que nos élus fassent parvenir nos préoccupations et qu'ils se préoccupent des citoyens. Nous avons voté dans de bonnes conditions. Le vote s'est passé dans de bonnes conditions et nous espérons que les élus seront à la hauteur. Je suis venu voter, nous demandant à nos élus de nous soutenir et de répondre à nos préoccupations. La machine électorale pour ces législatives algériennes fonctionne en 3 temps. D'abord. Voilà, donc vous avez vu les premières images, donc la diaspora établie en France qui a voté, quelques déclarations. Rappelons que ces images ont été tournées par la télévision donc étatique algérienne, le NTV. Aussi, vous avez vu aussi ces images dans le sud de l'Algérie, ces bureaux itinérants. Commencer bien sûr, qu'est-ce qu'ils pensent nos invités de ce scrutin, alors qu'on a vu bien sûr une campagne électorale qui n'a pas eu beaucoup d'engouement, on va dire, populaire. Djihad Halimi, je vais commencer cette émission avec vous. Ma question, Djihad Halimi, c'est que dans quel état d'esprit les Algériens abordent-ils ces législatives? Et bien sûr, on a vu la diaspora. Une des déclarations, c'est un soutien pour le pays. Est-ce que voter donc est un soutien pour le pays? Qu'est-ce que vous en pensez, Djihad Halim? Premièrement, le soutien palpable qu'on peut voir un peu partout au pays, c'est beaucoup plus des chandails de l'équipe nationale. Eux, ils sont présents partout. Quand on va au consulat, quand on va au marché, ils sont présents un peu partout. Maintenant, concernant les élections et concernant les reportages de l'ENTV, qui est une institution qui est supposée donner la vérité aux citoyens, de lui montrer l'opinion et l'opinion contraire,
Je me méfie beaucoup parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait ici chez nous, pas juste cette fois-ci, je l'ai vu en 2019 et je l'ai vu juste avant-hier ici. Ils ont montré des images qui ne correspondent pas à la réalité. Ils ont fait un reportage comme quoi la communauté algérienne à Montréal a commencé à voter. Puis par la suite, tout de suite après, ils lui ont collé des files d'attente interminables qui étaient hors normes ce jour-là. Ils n'ont pas associé les images avec les élections, mais encore une fois, c'est un piège de communication. On ne dit pas qu'il y a un fort achalandage. On laisse les gens tirer les conclusions. Donc, eux, techniquement, ils sont corrects de dire les gens viennent voter puis ils mettent juste des files d'attente, alors que les files d'attente représentent des gens qui viennent en majorité chercher leurs documents, leurs services consulaires, passeports, cartes consulaires, procuration, ainsi de suite. Donc, c'était une véritable falsification des faits. Quand on a essayé de chercher, par exemple, moi j'étais ici toute la journée, du début jusqu'à la fin, puis j'ai remarqué qu'il y avait un achalandage hors norme. Et quand j'ai cherché un peu, j'ai vu que le consulat, chez nous ici à Montréal, d'habitude on donne des rendez-vous pour déposer des demandes de passeport. Ces rendez-vous-là, ils sont très prisés, ils sont très recherchés parce qu'on les ouvre des semaines, voire des mois à l'avance. Mais bizarrement, 2 jours avant le début du scrutin ici, donc je pense le 23 ou le 24, le 23, ils ont ouvert encore plus de plages de rendez-vous. Normalement, ils ont 123 places. Ils ont encore envoyé beaucoup plus de... ils ont encore ouvert beaucoup plus de places, ce qui expliquait le fort achalandage. Et j'espère juste qu'il n'y a pas eu de la complicité juste pour filmer ces files d'attente-là et associer l'achalandage au vote. C'est vraiment malhonnête ce qu'ils ont fait. Mais concernant la participation de notre communauté ici, écoutez, j'ai des statistiques approximatives de dimanche et de lundi. Ces statistiques-là, elles sont représentatives parce que dimanche et lundi, le consulat est fermé pour les services consulaires. Ils sont ouverts juste pour le vote. Et on parle d'à peu près 120 votes par jour sur une communauté qui compte 130 000 et 13 000 qui sont inscrits sur la liste électorale. Donc, c'est vraiment maigre, c'est anémique, c'est faible. Et ça démontre l'intérêt autour de la question ici. Très bien. Restez avec nous, Djihad Halimi. Jamal Ghssoum, bien sûr, en vous présentant, j'ai rappelé que votre candidature a été rejetée par l'ANI. La question, bien sûr, que je vous pose, peut-être vous voulez même répondre, si vous voulez, à la question que j'ai posée à Djihad Halimi. Dans quel état d'esprit les Algériens abordent-ils ces législatives? Mais que révèle aussi le faible engouement observé pendant la campagne électorale par le peuple algérien? Mais écoutez, tout d'abord, j'aimerais dire que est-ce qu'il y a un engouement? Non, il n'y a jamais eu d'engouement sur les élections. Et lorsque vous dites que mon dossier a été refusé, effectivement, il a été refusé. Et je souhaite mettre en évidence et à la connaissance du public et du président de la République, s'il ne le sait pas, 2 scandales d'ampleur. Mais quand je vous dis d'ampleur, c'est d'ampleur et avéré. Il y a le premier scandale, c'est que M. Khalfan, qui est le président par intérim, j'ai l'impression qu'en Algérie, tout le monde est par intérim de l'ANI, a nommé un élu politique français à la tête de la coordination de l'ANI à Paris, Île-de-France, donc un élu d'origine algérienne, mais un élu politique français. Et je voudrais dire, la première des choses, c'est que M. Khalfan est a attaqué, je dirais, la constitution de front, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de sens à cette élection. Et j'aimerais, parce que j'aime documenter ce que je dis, lire en quelques secondes l'article qui concerne ce genre de choses et l'article de la Constitution qui s'intitule chapitre 3 de l'autorité nationale indépendante des élections, article 200. L'autorité nationale indépendante des élections est une institution indépendante. L'article 201, le président de la République nomme le président de l'autorité nationale indépendante des élections et ses membres pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Les membres de l'autorité nationale indépendante des élections ne doivent être affiliés à aucun parti. Et donc, quand on lit cela,
j'ai l'impression que en ayant nommé, parce que visiblement de ce que j'ai compris de l'article, c'est que c'est le président qui nomme pas seulement le président, mais aussi les membres. Et donc j'ai l'impression que le président de la République a nommé un politique français qui fait partie du Parti socialiste français et qui est maire adjoint. Et peut-être que par la grandeur de la révision de cette constitution de 2020, les élus français ne sont pas concernés peut-être par cela. J'aimerais que l'on m'explique, ou peut-être qu'il aurait fallu regarder dans la constitution française pour comprendre comment un élu français a été nommé. Donc ça, c'est le premier scandale. Et je dis à M. Khelfen qu'il devrait déposer sa démission. Je demande au président de la République de le relever immédiatement de ses fonctions, car une attaque de fond de la Constitution. Et ce que je dis est documenté et je l'ai assez diffusé. Ça, c'est le premier scandale. Il y a un deuxième scandale, parce que l'année, ça ne s'arrête jamais là. Ici, à Paris, Île-de-France, il y a un candidat du RND, et je n'insulte personne en le nommant, un candidat du RND qui a vu sa liste, son dossier refusé. La fiche de campagne comporte 7 personnes au lieu de 8 normalement. Mélanie, dans sa grandeur de cœur, a imprimé des bulletins de vote. Et ce monsieur, Chérif Ali Arabe, apparaît sur le bulletin de vote. Et donc les gens qui vont aller voter dans les consulats Paris-Île-de-France vont trouver en numéro 6 Ali Chérif Arabe. D'ailleurs, j'invite tout le monde à voter pour lui parce que c'est le seul candidat fantôme de toutes ces élections. Et donc, les gens vont pouvoir voter sur un candidat qui n'existe pas. Et ce que je veux mettre en évidence dans ça, c'est la clochardisation des institutions algériennes. Quand vous avez une personne comme M. Khelfen qui est nommé par le président, qui n'est même pas capable de faire son travail correctement, de faire des enquêtes, parce qu'ils font des enquêtes sur les candidats comme moi, et ils refusent le dossier parce que, supposément, ayant des relations suspectes, mais par contre, ils ne mènent pas d'enquête sur les personnes qu'ils nomment, et qui sont des politiques français. Quand on imprime des bulletins de vote pour un électeur fantôme, numéro 6 de la liste du RND, ils viennent, eux, nous donner des leçons sur ce que c'est que la rigueur et le respect de la loi. Et c'est ce qu'a dit M. Khelfen. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est une clochardisation. M. Khelfen, vous n'avez pas votre place dans le pays. Le président de la République a eu un tort exécrable de vous avoir nommé. Je dis au président de la République, s'il est le gardien de la Constitution, il doit vous relever de vos fonctions immédiatement. Vous avez utilisé le terme clochardisation. Oui. Jamal Ghessoum, je ne vous ai jamais entendu parler de cette façon. Exact. Quand vous parlez bien sûr du pouvoir, qu'est-ce qui vous a fait changer de position et de vous exprimer de cette façon à l'encontre du pouvoir en Algérie, alors que souvent vous l'avez défendu. Vous avez défendu Al-Majid Tebboune, c'est politique. Vous avez commencé à critiquer un peu aussi le pouvoir dernièrement, mais jamais vous avez utilisé des qualificatifs pareils. Tout simplement, c'est Nasser, parce que quand vous avez une institution, ce n'est pas le président que je traite de clochard. Je dis que M. Khelfen, d'un point de vue de la rigueur intellectuelle et de la rigueur professionnelle, c'est un clochard. Et donc, c'est la clochardisation des institutions, telles que celle-ci. Je me dois d'utiliser ce terme, car quand on n'est pas capable de gérer une institution et que l'on fait le contraire de la Constitution à partir de laquelle il devrait agir, on tombe dans la clochardisation de l'institution. Pour répondre à votre deuxième question, oui, j'ai défendu le président Tebboune, pas M. Tebboune, le président Tebboune, jusqu'en août 2023 pour l'affaire. D'ailleurs, je fais une vidéo demain où je vais détailler précisément pourquoi j'ai défendu le président jusqu'en 2023 et pourquoi à partir de 2023, il ne m'était plus possible de défendre le président de la République qui considère l'ensemble des binationaux comme étant des indigènes de la République qui n'auront d'ailleurs même pas voté cette fois-ci. Très bien, restez avec nous Jamal Ghessoum. Djihad Halimi, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qu'a dit notre ami Jamal Ghessoum et interagir entre vous, vous êtes bien sûr les bienvenus, mais avant de vous donner la parole, on va d'abord écouter dans ce passage l'Akhdar Mqouran qui est le président de Jil Jadid. عندما ننظر إلى ولاية تيزي وزو فإننا نجد كل أسباب الأمل والثقة في المستقبل فهي ولاية
تزخر بالكفاءات والطاقات البشرية والثروات الطبيعية والثقافية التي تؤهلها لتكون في طليعة الولايات الجزائرية من حيث التنمية والابتكار. نعمل على خلق بيئة اقتصادية تشجع المبادرة والاستثمار وتفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة، وهي ليست مجرد منافسة انتخابية وإنما استحقاق وطني يعزز مؤسسات الدولة ويكرس الإرادة الشعبية ويفتح آفاقا جديدة لمواصلة بناء الجزائر القوية. لكن إن العزوف لا يبني المؤسسات ولا يحمي الأوطان، أما المشاركة الواعية فهي التي تصنع المستقبل وتحفظ الاستقرار وتعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها. Voilà, donc c'était le Khadr al-Quran, mais aussi un passage de Ben Barre, qui est le président donc, du FLN, dans ce que vous avez juste écouté dans cette deuxième vidéo. Djihad Halimi, le climat politique actuel favorise-t-il vraiment un débat démocratique ouvert? Quand on entend bien sûr ces chefs de parti, on se dit que tout va bien, qu'il y a une liberté d'expression, que le champ politique n'est pas rétréci. On se dit tout est normal, alors qu'on est dans une situation où le champ politique est verrouillé, et ça a été bien sûr dénoncé par le président même du RCD, le RCD, rappelons, qui participe à cette élection, mais aussi le champ des médiatiques, le champ aussi des libertés en Algérie. Quelle est votre réponse par rapport à ceux qui disent que la situation est normale? Tout d'abord, tous ceux qui demandent à ce qu'on fasse notre devoir pour y aller voter, ils font l'amalgame entre élection et démocratie. Les élections, c'est pas la démocratie, c'est une partie du processus démocratique. Et cette partie-là, cette étape-là, elle a certains prérequis pour qu'elle soit admissible, pour qu'elle soit pertinente. Ces prérequis-là, c'est le respect des droits et des libertés des citoyens, le droit de s'exprimer, le droit de travailler ensemble dans une association, un parti ou un syndicat, le droit à l'information à travers des médias libres, le droit à une compétition honnête et transparente à travers une autorité nationale réellement indépendante pour l'organisation des élections, qui n'est pas dépendante financièrement sur l'État et dont les membres ne sont pas désignés par l'exécutif. Et où est-ce que les services de sécurité ne peuvent pas participer dans le processus de sélection, comme ce qui s'est passé avec Segsoum, que je trouve regrettable. Et d'ailleurs, son histoire, je l'ai entendu aussi de Abdelwahab Yaqoubi, qui a dit la même chose, qui était un député qui, qu'on le veuille ou non, il a fait un bon travail comparé à ce que les députés font, malgré le fait qu'il a voté pour le changement technique de la Constitution. Donc, à un moment donné, quand les prérequis ne sont pas présents, ça sert à rien de faire des élections. Tu as annulé le droit des gens de s'exprimer. Ils peuvent pas travailler ensemble pour constituer des alternatives. Le droit à l'expression a été enlevé. Donc, comment on va élaborer des projets, des visions, des programmes qui vont correspondre aux priorités de l'Algérie? On a un problème avec la fondation de notre pays. Puis aujourd'hui, la plupart du discours politique, on parle de quel type de faïence on va installer ou quelle est la couleur des rideaux, alors que la fondation elle-même, il faut la travailler, il faut trouver des solutions à ça. Et il faut trouver comment on peut bâtir une justice indépendante, comment on peut réaliser l'indépendance de l'ANI, comment on peut travailler ensemble des islamistes et des laïcs tout en respectant les libertés. Tous ces débats-là, ils manquent chez nous. Et ça vient de l'expérience de l'Algérie, je pense. Dans les années 90, il y a eu une ouverture tout d'un coup vers la démocratie. C'est comme un bébé. Vous savez, quand les bébés commencent à ramper, à un moment donné, il faut installer des barrières sur les escaliers pour qu'ils ne puissent pas tomber. Alors que nous, on a commencé à ramper en tant que peuple, en tant que citoyen en 92. Puis là, il y avait des escaliers, il y avait des balcons sans barrière et tout ça. Puis on s'est tombé, puis on s'est fait mal.
il y a des gens qui ont profité de ça pour dire la démocratie, c'est plus jamais. Le peuple algérien n'est pas dupe. C'est si on lui demande de participer dans quelque chose où est-ce qu'il n'a pas un rôle vraiment décisif, il ne va pas participer. Et ceux qui vont participer au nom du nationalisme, il y en a toujours. Mais la plupart, il faut y aller chercher leur confiance. Et cette confiance-là, ça vient de l'existence de réels prérequis démocratiques. Il y a cette peur, et on a entendu le responsable du parti des FLN, Djihad Halimi, parler bien sûr du boycott, de l'abstention, bien sûr. Et pour vous, est-ce que l'abstention est-elle devenue une forme d'expression politique? Vous avez parlé aussi du passé, mais aussi il faut se rappeler du contexte qu'a vécu l'Algérie en 2019, Djihad Halimi. Et vous êtes un militant très actif quand on parle du Hirak, surtout au Canada. Et on a vu qu'est-ce qui nous a amené à cette période de notre histoire où le peuple algérien est sorti donc en millions, vous l'avez rappelé, pacifiquement pour essayer de demander qu'il y ait un changement pacifique du système de gouvernance en Algérie. Malheureusement, on a vu le contraire se passer donc depuis 2019. Rétrécissement des libertés, champ politique, jamais, depuis que je suis journaliste, parler du champ politique, jamais je n'ai vu une situation aussi verrouillée, on va dire, de la question politique, la question médiatique aussi, Djihad Halimi. Pourquoi ce pouvoir ne veut pas entendre le peuple algérien? Écoutez, comme vous l'avez dit, en termes de droits et de liberté, notre pays vit une période de grande noirceur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, نشيد اللي علمونا في les écoles, نحن طلاب الجزائر, نحن للمجد حماة, نحن أمل الجزائر في الليالي الحالكات. الليالي الحالكات, c'est maintenant, malheureusement. Écoutez, aujourd'hui, là, je me ramasse ici devant le consulat. C'est une habitude pour moi, c'est important, c'est sacré pour moi que je me retrouve en face du consulat pendant les 6 jours des élections parce que je suis ici avec mon chandail qui demande la libération des détenus d'opinion. Je suis ici avec ma banderole qui dit que... Est-ce qu'on peut voir ce qui est écrit sur votre t-shirt, Djihad Halimi? Ouais, c'est... Libérer les détenus d'opinion, avec le drapeau algérien. Ouais. C'est ça, puis il y a une banderole juste ici à côté. Je peux tourner la caméra et vous montrer l'état des lieux devant le consulat ici. Bon. Juste ici, on est devant. Pardon, je m'excuse. Oui, pas de souci. Donc, désolé, voilà, c'est le direct, on va dire. All right. Donc, ça, c'est le consulat. Ici, il y a une banderole qui dit exactement ce que je viens de vous dire, c'est que les prérequis, ils sont absents. Donc, c'est juste une démocratie de façade, c'est une parodie de démocratie. Donc, voilà, ici, je suis tout seul. Pourquoi? Normalement, il y a beaucoup de monde qui sont mécontents de ce qui se passe chez nous, mais les gens, ils ont peur de se présenter ici parce que, vous savez, on se présente ici, on va vous filmer, on oublie l'Algérie. Si vous rentrez, vous et on n'y voit pas d'Algériens qui rentrent au consulat pour aller voter. Il est quelle heure exactement chez vous? En fait, il est présentement, il est 2h37. Donc, les services consulaires sont de l'après-midi, bien sûr, oui. Exactement. Donc, les services consulaires sont ouverts. Il y avait des files d'attente ce matin, encore une fois, principalement pour les services consulaires, mais il n'y en a pas beaucoup de monde. Donc, autre chose, les candidats ici. Oui. Et vous avez rappelé le chiffre de la communauté algérienne établie donc, au Canada, qui est on est presque à peu près 130 000 personnes, à peu près. 13 000 qui sont inscrits. Hier et avant-hier, la moyenne, c'est à peu près 120, 140 personnes qui ont voté. Donc, ça vous dit que toutes ces partis-là, avec leur plateforme et avec leur organisation, c'est ça ce qu'ils sont capables de mobiliser, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ça, pour les gens qui ne peuvent pas se présenter ici pour
contester la tenue de cette élection. Ça reste le boycott, c'est une forme de contestation qui ne va pas leur nuire dans leur service consulaire ou pour visiter le pays. Et moi, je tiens absolument à être ici pour rappeler au monde, à nos frères et sœurs algériens, que c'est pas une élection normale. Il y a des droits qui ont été réprimés, il y a des associations, des partis politiques qui ont été rejetés, il y a des candidatures comme celle de M. Gussoum qui a été annulée pour que ces élections-là puissent avoir lieu. Donc voilà. On va vous donner le temps de régler votre caméra, Djihad Halimi. On va donner la parole à Jamal Gussoum. Bien sûr, Jamal Gussoum, beaucoup d'observateurs se posent la question. On vit dans un monde qui est en train bien sûr de se transformer, de changer, mais d'une rapidité extraordinaire. Et il y a beaucoup de défis sécuritaires, économiques et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est cette façon de gouverner le pays, cette façon aussi répressive, alors qu'on a vu l'expérience de 2019, Jamal Gussoum, et là on se pose la question bien sûr, est-ce qu'on peut continuer à gérer le pays de cette façon? On parle d'élections comme tout est normal, alors que le pays traverse une crise politique, une crise de confiance des institutions. Le peuple ne croit plus donc au scrutin, au vote. Jamal Gussoum, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout d'abord, j'aimerais juste éclaircir un point qui me paraît très, très important pour la suite des choses. C'est que celles et ceux qui pensent que je serais en train de diffamer M. Khalfan et les institutions algériennes, je rappelle juste que la diffamation, le harcèlement, c'est le fait de diffuser publiquement des informations tendant à nuire aux personnes ou aux institutions qui seraient fausses. Et donc, c'est ça la diffamation. Et moi, les propos que je tiens sont documentés, sont précis et sont reconnus par tout le monde. Lorsque je dis que M. Khalfan Delani a nommé M. Abdelaziz Abdelrahman, coordinateur de l'ANI à Paris, maire adjoint de la ville de Moissy-Crémaillel, en Seine-et-Marne, qui signe des documents algériens et qui fait partie d'un parti politique français, ça n'est pas de la diffamation. Je rappelle aussi l'article de la Constitution qui dit qu'aucun ne doit faire partie d'un parti politique et encore moins d'un parti politique étranger. Donc, il ne s'agit pas de la diffamation, c'est une information envoyée au public et c'est de la transparence nette. Aussi, de la même manière que lorsque je mets sur la voie publique, sur la place publique, qu'il y a un candidat fantôme et que je nomme pour que les gens puissent vérifier ce que je dis, et c'est-à-dire qu'un candidat numéro 6 de la liste RND à Paris-Île-de-France, vous pouvez voter pour lui, mais son dossier a été refusé et ce n'est pas un candidat, ce sont des éléments vérifiables. Donc, on ne pourra pas me reprocher demain, ni ici, ni en Algérie, d'avoir fait de la diffamation. Ce que je dis est documenté, précis, clair et net. Maintenant, pour en revenir à votre question, je ne sais pas où va l'Algérie. Je me pose la question, où va l'Algérie? Comment se fait-il que beaucoup d'institutions algériennes sont dirigées et gérées par des bricoleurs du dimanche? Je ne sais. En fait, la question que je me pose fondamentalement, c'est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est organisé pour que nous allions droit au mur, ou c'est quelque chose qui est, je dirais, naturel pour le président de la République de nommer des incapables à la tête des institutions? Moi, la question fondamentale que je me pose est celle-ci. Maintenant, je voudrais dire une chose ici. C'est que la question économique, elle est prégnante. D'ailleurs, l'article du Monde, je crois, en parlait. C'est que la question économique en Algérie ne doit pas être vue autrement que la diaspora algérienne. Je dis aux membres de la diaspora algérienne et aux binationaux, quand nous allons en Algérie jouer les Américains, parce que le taux de change il est à 280, prenez conscience que nos frères et sœurs en Algérie
n'ont pas ce taux de change à 280 et qu'ils arrivent à peine à acheter 6 kilos de viande avec un salaire de 20 ou 25 000 dinars. Et qu'il faut bien prendre conscience de cela. Et donc je dis au président de la République, si vous aimez votre pays, si vous prenez votre mission au sérieux, vous faites attention à qui vous nommez. J'imagine, Monsieur le Président, que les personnes qui assurent la sécurité de votre famille, vous prenez la chose très au sérieux. Et donc, vous allez vérifier que les gens sont compétents pour la sécurité de votre famille. Je vous demande de faire la même chose. Mais la question, Jamel, je m'excuse, Jamel. La question aussi, vous avez parlé de personnes, de compétences. Peut-être que pour beaucoup d'Algériens et beaucoup d'observateurs, de la scène politique en Algérie, ils vous diront la question n'est pas celle des personnes, mais celle d'un système de gouvernance. Parce que souvent, bien sûr, depuis 2019, on parle de l'acquis de la stabilité durant le règne donc, de Abdelmadjid Tebboune, et que la stabilité a été donc présentée comme un acquis pour notre pays. Mais la question qui s'impose, cette stabilité peut-elle être assurée sans débat politique ouvert et une participation citoyenne plus forte? Non, elle ne peut pas être assurée. C'est-à-dire que l'ouverture du champ politique et médiatique et citoyen doit s'ouvrir. Et la mauvaise stratégie des autorités algériennes, c'est de penser qu'en étouffant cela en Algérie, plus personne ne va parler. Or, les gens vont s'exprimer de l'extérieur du pays et auront un aura plus important. Si les autorités algériennes ont ce minimum d'intelligence, ils ouvrent ces champs en Algérie avec des lois qui encadrent ce qu'est la liberté d'expression politique, associative et médiatique. Ils encadrent par des lois, tout simplement. Et ça permettra, d'ailleurs, au temps de Bouteflika, on pouvait dire ce que l'on voulait. Il n'y avait pas cette problématique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus possible maintenant? Et donc, je me pose la question, parce que l'Algérie, c'est une cocotte minute. Vous savez, quand je dis, je vous ai souvent provoqué d'ailleurs, en disant Daoula Askari ou Meshi Madaniya, je l'ai souvent dit, vous savez, c'est pas de la provocation, mais je sais qu'à un moment ou un autre, 2029, 2030, 2035, 2040, la situation ne va pas tenir. Et qu'on va remettre, comme dans les années 90, la marmite à l'armée nationale populaire en disant « c'est à vous de gérer maintenant ». Moi, je ne veux pas qu'on en arrive là, parce qu'il y a un jour, un moment où ça va arriver. Et c'est pour ça que j'ai la seule institution que j'estime personnellement la plus professionnelle, la plus carrée, et celle qui m'importe le plus, et qui reste pour moi une ligne rouge, c'est l'armée nationale populaire. C'est la seule qui, un jour ou à un autre, va nous sauver la mise, comme elle l'a fait auparavant. Ben, c'est ce que je pense. Mais pour beaucoup d'Algériens, Djemal Guessou, pour beaucoup d'Algériens, il est aussi responsable de la situation que vit notre pays. Non, moi, écoutez, dans des moments les plus difficiles, vous savez, j'ai connu des généraux-majors, j'ai connu Khaled Nazar, rahimahullah, j'ai connu, bon, je ne peux pas les nommer les autres. J'avais même rencontré, non, je dis pas. Enfin bref, j'ai rencontré des pointures de l'armée algérienne à partir de décembre 2016. Décembre 2016, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Je dis que je parle de l'armée nationale populaire. Je ne parle pas des traîtres à la nation qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, en prison. D'ailleurs, il y en a qui sont en prison et qui ne devraient pas l'être. Et je ne parle pas de cette catégorie. Je dis que l'armée nationale populaire, l'armée de base de l'armée algérienne, c'est la seule. Parce que ça va se passer, malheureusement, je dis bien malheureusement, en 2029, 2030, 2035, maximum 2040, l'Algérie ne va pas tenir, ça va exploser. Et que va faire le pouvoir civil? Parce que vous êtes là à chaque fois à dire Daoula Madaniya. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que Daoula Madaniya, aujourd'hui, elle est incapable de gérer l'Algérie de manière correcte. Elle va donner la marmite à l'armée nationale, elle va se retirer, elle va dire de Boruskom. Voilà pourquoi est-ce que je dis très souvent Daoula Askari, parce que je sais que la situation politique, médiatique et les espaces d'expression aujourd'hui ne tiendront pas. Ce n'est pas possible.
en 2019, ça s'est fait dans la bonne entente. Le déclencheur, ça a été le 5e mandat pour un président qui, moi je n'y en veux pas, il avait un AVC, il ne savait même pas ce qui se passait. Ça a été le déclencheur. Mais là, le déclencheur, ça va être autre chose. Ça ne va pas être un 3e ou un 4e mandat. Et donc, je dis au président de la République, jouez votre rôle de président. Gérez le pays comme votre maison. Ne mettez pas n'importe qui, n'importe d'où, comme ce monsieur Khelfen, qui n'est même pas capable de gérer 2 dossiers très simples. Je dis au président de la République, c'est de votre responsabilité. Je ne suis pas en train de vous porter atteinte. Je vous mets les pleins feux en 2029, 2040. Ça va exploser et je ne veux pas cela pour mon pays. Très bien. Jamal Ghassoum, je n'arrive pas à faire de différence entre vous et Karim Tabou. Djihad Halimi. Ce que dit Jamal Ghassoum est très pertinent. Vous le dites aussi. Beaucoup de hirakistes l'ont dit en 2019, mais aussi avec l'évolution de cette gestion répressive qu'on ne peut pas continuer à gérer le pays de cette façon. Inévitablement, on est en train de pousser la cocotte minute comme l'a rappelé notre ami Jamal Ghassoum. Où va l'Algérie? C'est une question qui revient souvent. La question est posée, bien sûr, à vous, Djihad Halim. Et sur le feu, là, c'est une image qui parle. Et tout à l'heure, Silsoum, il a parlé des bricoleurs de dimanche. Moi, je parlerai beaucoup plus des apprentis pyromanes, parce qu'ils jouent vraiment avec le feu. La cocotte a toujours été sur le feu, même dans le temps de Bouteflika. La seule différence, c'est que la soupape, elle tournait dans le temps de Bouteflika. Mais les gens qui ont été choisis pour édifier la nouvelle Algérie glorieuse, ils ont enlevé la soupape, ils l'ont fermée avec du ciment. Puis on sait tous qu'est-ce qui va se passer, malheureusement. On ne peut pas gérer l'Algérie comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec Silsoum. Il faut y aller vers une ouverture, planifiée, graduelle, étudiée, mais il faut y aller vers la bonne direction. C'est pour ça, on sait tous qu'on ne peut pas y aller vers l'Algérie qui a été décrite dans la proclamation du 1er novembre du jour au lendemain. C'est un projet d'une vie, voire même de plusieurs générations. Mais il faut qu'on fasse des étapes dans la bonne direction. Et là, c'est ça le problème, c'est que depuis 2019, en termes de droits et de liberté, là, on est en train de reculer. Oui, on a un président qui parle. Oui, on a un président qui rencontre les médias. Il ne parle pas bien selon moi, mais au moins il parle. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et contrairement à M. Ghassoum, moi je pense que l'armée a une grande responsabilité dans ce qui se passe présentement. C'est eux qui ont choisi Abdelaziz Bouteflika. Je ne dirais pas l'institution de l'armée, mais les gens qui sont à la tête de l'institution militaire, c'est eux qui ont choisi Bouteflika, c'est eux qui ont choisi Tebboune. Et c'est avec eux que j'ai fait un interrogatoire ici au consulat, où est-ce qu'on m'a fait choisir entre ton droit de manifester ici au consulat et ton droit constitutionnel d'entrer et de sortir de ton pays. C'était pas avec la justice là que j'ai fait mon interrogatoire, c'est avec l'armée de notre pays. Ils ont un rôle à jouer. Ils ont sauvé l'Algérie. À un moment donné, oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, oui, c'est vrai, le peuple, peut-être, il était mal encadré dans une démocratie qui était nouvelle, pour laquelle il était mal préparé. C'est comme un étudiant, tu as un examen, puis tu n'as pas reçu de cours, tu n'as pas pu pratiquer des problèmes mathématiques, puis là, tu te ramasses dans l'examen, c'est sûr que tu vas l'échouer. Et c'est ça, il est grand temps d'entamer ce processus-là. Il y a beaucoup de débats qui ont besoin d'avoir lieu dans notre société. Il y a beaucoup de pratiques d'essais et d'erreurs, parce que c'est avec nos erreurs qu'on apprend. Moi aussi, quand j'ai commencé à militer, j'ai commencé très tardivement et j'étais anti-boycott. C'est ça qui m'a ramené au militantisme politique. Mais à un moment donné, quand on commence à pratiquer, puis on voit les obstacles, et c'est pour ça que je comprends parfaitement M. Ghassoum, et honnêtement, je comprends son changement de temps. Il y a beaucoup de monde qui sont passés par là, parce qu'à un moment donné, on pense que la répression va toucher juste un certain cercle, comme ce qu'ils ont fait avec l'article 200. Ils l'ont utilisé auparavant avec les hirakistes. Mais là, ils ont élargi le cercle et la répression, ça commence comme ça. Ça commence petit, puis ça touche tout le monde. Ça finit par toucher tout le monde, malheureusement. Merci beaucoup, Djihad Halimi. Désolé, parce qu'on voulait
Je voulais vous poser une petite question pour finir, parce qu'il me dit, nos amis de la régie me disent que le temps de l'émission est fini. Par rapport à l'agent consulaire algérien détenu en France, le parquet donc antiterroriste requiert sa remise en liberté. Sûrement, on va revenir sur cette question. Merci beaucoup à vous. Djihad Halimi, militant politique, vous étiez avec nous donc depuis Montréal. Merci à notre ami Jamal Gessoum, militant politique, qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. La couverture spéciale continue sur la chaîne Al-Magharibiya.